Nous sommes 9 mars 2021. Bonjour madame et bonjour messieurs. Bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance. Donc voici les principaux titres. Plus de 300 hommes armés en tenue militaire de l'armée burundaise sont signalés en République démocratique du Congo depuis la semaine dernière. Mais les sources officielles congolaises disent ne pas détenir des informations sur l'identité de ce groupe armé. Le lancement de la libération des prisonniers récemment graciés par le président, prévu ce dimanche à la prison de Muramvya, n'a pas eu lieu suite aux erreurs constatées dans les listes des prisonniers. Une mesure qui étonne l'Organisation pour la protection des droits des prisonniers à PRODH. 3 femmes ont été tuées, un nouveau-né trouvé mort et une fille de 16 ans violée au cours du mois de février. Ces chiffres figurent dans le rapport mensuel du mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Plus de 300 hommes armés, dont la majorité est en tenue, en uniforme de l'armée burundaise. D'autres en tenue civile sont sur le sol de la République démocratique du Congo depuis la semaine dernière. Actuellement, ils sont signalés dans les localités de Kageregere et Remera, dans le groupement de Kigoma. Différentes sources du côté du Burundi et de la RDC confirment cette incursion, mais l'armée congolaise dit n'avoir pas encore de rapport officiel sur l'identité de ce groupe armé. Les détails avec Denis Daikengurkiki. Les dernières traces de ces hommes armés sur le sol congolais datent d'hier, lundi, dans les localités de Karegeremera, dans le groupement de Kigoma, selon des sources sur place. La population des environs crée cependant des affrontements avec les forces de l'armée congolaise qui risquent de causer des dégâts dans cette localité. Nos sources de l'armée burundaise d'Ikanchi Bitoke ou 112 bataillons confirment cette incursion. Certains éléments ont même transité dans ce cas en attendant le départ. La première équipe a traversé la frontière mardi le 2 mars 2021 à partir de la 3e transversale de Gasenyi dans la commune de Buganda, la 2e à partir de la 7e transversale à Kigazula dans la commune de Rugombo le même jour et la 3e à Ruhagarika dans la commune de Buganda jeudi le 4 mars. Des sources de l'état-major général de l'armée burundaise disent que cette incursion vise à combattre des mouvements rebelles burundais basés dans les forêts du Congo sans préciser le nom de ce mouvement. Elle précise aussi que cette mission est accomplie par des militaires sélectionnés dans certains militaires de la première région militaire, certains agents de renseignement, des membres de la milice Imbonerakure, des provinces de Bubanza, Chibitoke et Gatumba. La rédaction a cherché le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Floribert Biyereke, pour des éclaircissements, mais il n'a pas décroché son téléphone. Merci à Denis Daikenguru qui est pas justice à présent. La justice burundaise n'a pas pu montrer aucun élément qui lie les assassins de Thierry Kubimana et sa femme Christa Kaneza emprisonnés pour avoir participé au meurtre de son mari. Ces propos sont de la famille de feu Thierry Kubimana, assassiné à la fin de l'année dernière. Joseline Naïsaba, membre de sa famille, a profité de la Journée internationale des droits de la femme pour demander au chef de l'État, son épouse et la ministre de la Justice de tout faire pour que Christa soit libérée. Suivez. En cette Journée internationale de la femme, nous voulons nous solidariser à Christa Kaneza, notre sœur, qui est actuellement en prison à Mimba. Et donc, Christa Kaneza, comme je l'ai déjà dit, c'est une jeune maman de 18 ans qui venait d'accoucher, qui a vu son mari se faire assassiner devant ses yeux avec un bébé de moins d'1 mois. Et donc, avec tout ce traumatisme, donc elle aurait pu même y rester, elle aurait pu être assassinée elle-même. Donc, elle a échappé de justesse à cet assassinat. Avec ce traumatisme, donc c'est une rescapée en un peu de mots. Avec ce traumatisme, elle aurait pu être assistée par des psychologues, mais au lieu de ça, elle est emprisonnée. Et ce qui nous étonne, c'est que d'après les éléments présentés par la justice, par la police, il n'y a rien qui la lie aux personnes qui ont été appréhendées
On ne nous montre pas le mobile, on ne nous montre pas le lien avec les présumés assassins. Donc, c'est un peu injuste. Et donc, on demanderait au président de la République, à son épouse, au ministre de la Justice, à tout l'appareil étatique, à tout l'appareil judiciaire, à tous les parents du Burundi, de se lever comme un seul homme, comme un seul parent, pour la justice de cette jeune maman, pour qu'elle puisse allaiter son enfant, pour qu'elle puisse élever son enfant, même si son mari n'est plus là, pour qu'elle puisse faire son deuil tranquillement, pour qu'elle puisse se reconstruire. Justement, parler des droits des femmes, 3 femmes ont été tuées, un nouveau-né trouvé mort, une fille de 16 ans violée, ainsi que des cas de personnes arrêtées arbitrairement. C'est le bilan des violations des droits de la personne humaine rapporté par le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité au Burundi au cours du mois de février. Selon Sophie Shima, chargée de la communication au sein de son mouvement, les présumés auteurs de ces crimes sont les Imbonerakure, les policiers ainsi que les professeurs. Elle demande ici au gouvernement burundais de tout faire pour stopper ces crimes. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, nous venons de sortir un bulletin mensuel que nous sortons donc tous les mois. Et au courant du mois de février, nous avons relevé quelques cas. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de cas qui existent et nous savons qu'il y a d'autres personnes qui n'osent pas aller dénoncer ce qui se passe au sein de leur foyer ou au sein de leur communauté par peur de répression. Et donc, ils ne vont pas dénoncer ce qui se passe, qui préfèrent se taire au risque de d'avoir des conséquences négatives. Alors, concernant par exemple tout ce qui concerne les viols, nous avons ce cas de cette jeune fille qui a été violée en province d'Ngozi. Nous avons cet enfant, ce nouveau-né qu'on a pu en province d'Ngozi, un enfant qui a été brûlé, mais aussi d'autres personnes qui ont été blessées. Une personne que nous avons en province de Muyinga, par exemple. Nous avons ces cas de femmes et filles qui ont été arrêtées arbitrairement, environ 4 femmes, mais comme j'ai dit, c'est un chiffre minime et nous savons qu'il y en a beaucoup. Nous avons aussi des mineurs, parce qu'il n'y a pas que les violences, il n'y a pas que les viols, il n'y a pas que les arrestations, il n'y a pas que les meurtres, mais il y a aussi le trafic des êtres humains qui est en cours, qui continue. Et nous avons pu répertorier 3 mineurs qui ont été impliqués dans ce genre de trafic humain. Il est incompréhensible que parmi ceux qui sont censés protéger la population, par exemple la police ou bien les services de renseignement, des éléments, des personnes entre elles continuent à commettre ces violations. Mais il n'y a pas que cela, il y a aussi les Imbonerakure, mais il y a aussi des professeurs, il y a aussi différentes personnes. Il y a par exemple le cas d'une femme qui a battu son mari, ou bien un mari qui a battu sa femme. Donc, ce sont différents cas qui montrent que le poids de l'impunité peut faire en sorte que les gens continuent à le faire sans être interpellés ou sans avoir peur de pouvoir être traduits en justice. Le journal poursuit, c'est insensé de nier l'évidence. Les violations des droits de l'homme au Burundi sont connues de tous, à commencer par le gouvernement. C'est l'analyse d'Eugène Nindorera, ancien ministre des droits de la personne humaine. Pour lui, reconnaître le mal, c'est la meilleure voie de trouver une solution. Bon, je crois qu'il faut arrêter. J'ai fait partie du gouvernement dans le passé. Je sais ce que c'est. Il ne faut pas continuer à... La réalité, tout le monde la connaît, y compris les membres du gouvernement. Donc je pense qu'il faut regarder la réalité en face et plutôt essayer d'agir plutôt que de se lancer dans une polémique de mots qui n'a absolument aucun sens. De toute façon, les droits de l'homme, c'est un idéal. Donc, quelle que soit la situation que nous avons aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est reconnaître les faits et essayer d'avancer pour essayer de l'améliorer. Mais des discours pour dire que tout va bien, etc., franchement, c'est complètement dépassé. Et les gens qui écoutent, et la population en général, quand elle entend ça fait mal, parce que les victimes sont parmi cette population. Eugène Nindorera sera notre invité en fin de ce journal. Dans un instant, le journal poursuit. L'exemple vient toujours d'Ango.
leaders politiques, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État, soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. L'organisation Action chrétienne pour l'abolition de la torture ACAT Burundi se réjouit de la décision du président de la République accordant la grâce à plus de 5000 prisonniers. Selon Jean-Claude Niburumunsi, chargé des questions juridiques au sein d'ACAT Burundi, cette décision permettra le désengorgement des prisons et a dépassé leur capacité d'accueil. Toutefois, ACAT Burundi regrette que les détenus accusés des manifestations de 2015 et les opposants politiques ne soient pas concernés par la mesure. Ça réjouit l'ACAT Burundi dans la mesure où il répond à une préoccupation qui est le désengorgement des prisons qui aujourd'hui connaissent un surnombre par rapport à la capacité d'accueil des détenus des prisons. En réalité, le chiffre de 5255 est confus dans la mesure où ce chiffre contient, c'est vrai, les qui vont avoir une libération, mais aussi il y a d'autres où les peines ou qui vont bénéficier uniquement d'une diminution de leurs peines sans qu'ils vont rester dans la prison. Mais au sein de l'ACAT, le chiffre des détenus qui vont sortir, nous espérons que ça atteindra le chiffre important pour qu'il y ait un désengorgement dans les prisons. Toutefois, à la lecture du décret, spécialement à ses articles 1er, 2 et 5, nous constatons que les prisonniers poursuivis pour des infractions à caractère politique ne sont pas concernés par cette mesure de grâce. En effet, presque tous les détenus arrêtés pendant les manifestations d'avril 2015, les arrestations des membres des partis de l'opposition étaient accusés à tort et à travers d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, à la participation aux bandes armées. Mais le décret portant cette mesure de grâce inscrit carrément, si l'on se réfère spécialement à son article 1er du décret. Ce qui a été toujours le cas même pour les décrets antérieurs sous le régime de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Il s'agit encore une fois d'un traitement de 2 poids 2 mesures, car cette catégorie de prisonniers politiques est vraiment délaissée. Cela ne contribue en rien à l'apaisement et au retour à la burundaise entre les membres des partis politiques. Et le lancement de la libération des détenus récemment graciés prévu ce dimanche à la prison de Muramvya par la ministre de la Justice n'a pas finalement eu lieu. Les prisonniers ont été informés qu'il y a eu une erreur au niveau des listes des prisonniers graciés par le chef de l'État. Le président de la PRODH, Pierre Claver Mbonimpa, s'étonne de la présence de ces erreurs alors qu'il y avait une commission qui était chargée d'étudier les dossiers. Pour lui, le président du Burundi devrait annuler ce décret et en sortir un autre correct. Suivez ici Pierre Claver Mbonimpa, il est président de la PRODH. Comme on avait prévenu les prisonniers de se préparer, et ils ont tout fait, alors ils ont attendu le dimanche. La ministre de la Justice est arrivée à la prison. Les prisonniers croyaient qu'ils vont rentrer directement, mais d'un coup, la ministre, on a informé à ces prisonniers qu'on vient de constater des erreurs et qu'ils retournent pour les corriger. Alors nous nous demandons comment le président de la République a signé un décret qui contient des erreurs alors que c'est la ministre même de la Justice qui a présenté ces propositions. Il y avait une commission qui avait été mise en place
Et même le président de la République l'avait dit qu'ils ont mis en place une commission pour bien étudier et pour voir les prisonniers qui pourront rentrer. Et parce qu'il a dit qu'avant, il y avait beaucoup d'illégalités. Alors maintenant, ce que nous avons constaté, comment la ministre a dit qu'il y a des erreurs, alors que le président de la République avait déjà signé le décret. À ce moment, je crois que le président de la République doit annuler ce décret et signer un autre décret. Mais avec les erreurs qu'on parle là-dedans, on ne les connaît pas. Nous pensons que c'est ce qu'on dit toujours, que ce sont les généraux qui prennent des décisions, on ne sait jamais, mais jusqu'à présent, les prisonniers sont mécontents. Ils avaient compté de rentrer ce dimanche et aujourd'hui, on dirait qu'ils sont malades à cause de cette déception. Et pour terminer, comme je vous l'avais annoncé, je vous propose de suivre l'invité du journal. Il s'agit de Jeanne Nindolela, ancien ministre des droits de la personne humaine, avec ici Franck Kazé. Il parle justement de la situation des droits de l'homme au Burundi. Jeanne Nindolela, bonjour. Bonjour. En quelques mots, quelle analyse faites-vous de l'état actuel des droits de l'homme au Burundi ? La situation est assez préoccupante dans la mesure où un certain nombre de violations restent constantes, notamment le fait qu'en termes d'état de droit, on est vraiment très en retard et on fait plutôt marche arrière. Il y a des droits à la vie, des droits des gens qui sont torturés, des gens qui sont arrêtés arbitrairement, une justice qui est instrumentalisée ou en tout cas elle est loin d'être indépendante. Donc ça donne quand même une image assez pessimiste, mais je crois qu'on n'a pas d'autre choix que d'essayer de relever la situation parce qu'il en va des droits les plus fondamentaux de tout être humain, quel qu'il soit. Vous avez récemment rédigé une analyse sur l'évolution des droits de l'homme dans le pays depuis 1991. Cette évolution est-elle positive ou négative ? Bon, je crois que globalement, en termes de droits de l'homme, le Burundi, que ce soit ces 30 dernières années ou même avant, on a beaucoup de raisons de s'inquiéter sur cette situation. Et ça ne date pas seulement du régime qui est aujourd'hui en place, mais dans tous les cas, la question c'est surtout qu'est-ce qu'il faut faire pour que définitivement on essaye d'aller vers un système qui soit beaucoup plus respectueux des droits de l'homme. Et dans cette analyse, je formule notamment un certain nombre de recommandations, mais la première est celle qui est la plus importante, dans la mesure où c'est le gouvernement qui joue un rôle majeur, c'est d'abord une question de volonté et de leadership. Le gouvernement clame haut et fort que le respect des droits de l'homme est aujourd'hui plus que jamais garanti. Qu'en dites-vous ? Bon, je crois qu'il faut arrêter. J'ai fait partie du gouvernement dans le passé. Je sais ce que c'est. Il ne faut pas continuer à... La réalité, tout le monde la connaît, y compris les membres du gouvernement. Donc je pense qu'il faut regarder la réalité en face et plutôt essayer d'agir plutôt que de se lancer dans une polémique de mots qui n'a absolument aucun sens. De toute façon, les droits de l'homme, c'est un idéal. Donc quelle que soit la situation que nous avons aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est reconnaître les faits et essayer d'avancer pour essayer de l'améliorer. Mais des discours pour dire que tout va bien, etc., franchement, c'est complètement dépassé. Et les gens qui écoutent, et la population en général, quand elle entend ça fait mal, parce que les victimes sont parmi cette population. Pour conclure, que préconisez-vous pour le respect effectif des droits de l'homme en général et ceux de la femme en particulier au Burundi ? Pour les droits de l'homme, c'est avant tout, comme je l'ai dit, une question de volonté politique. Parce que ceux qui ont été au pouvoir hier, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, savent très bien ce qu'il faut faire pour changer la situation des droits de l'homme. Parce que tout le monde sait qu'on ne peut pas être tué impunément, qu'on ne devrait pas en tout cas l'être, et qu'on ne devrait pas être arbitré injustement, qu'une femme ne devrait pas être violée. Tout, on le sait. Donc il faut absolument qu'on prenne conscience de cette réalité et qu'on essaye de faire une espèce de sursaut pour essayer justement d'avancer, aller de l'avant. Et c'est ainsi que dans ce que je préconisais dans ce papier, je disais essentiellement qu'il faut faire de la bonne gouvernance et des droits de l'homme une exigence
en particulier pour le pouvoir, parce que c'est sa responsabilité première, mais aussi un dénominateur commun. On ne devrait pas avoir des divergences là-dessus parce qu'on est de telle ethnie ou de telle autre, parce qu'on est de telle région ou de telle autre, parce qu'on est de tel parti ou de tel autre. Je pense qu'on pourrait s'entendre pour nous tous, essayer de faire en sorte que la situation des droits de l'homme et des droits de la femme s'améliore de manière significative assez rapidement. Eugène Ndolela, je vous remercie. Je vous remercie également. Et voilà, tout est bien qui finit bien cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.